Installez-vous tranquillement. On va bientôt commencer. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette conférence sur le sujet de la sécurité et du Web3, l'intersection des deux, sur la protection de vos assets en crypto, en passant par la cybersécurité. Donc on va aborder des sujets plus ou moins complexes et on va essayer d'être assez pragmatique pour que cette conférence vous soit utile. Alors moi c'est Agathe Laurent-Richard et je suis la CEO de Crypto Tabou et je serai la modératrice de ce panel avec Nicolas Baca, entrepreneur dans la sécurité embarqué depuis très longtemps, depuis 2005 et cofondateur de Ledger entre autres. Avec Robin Guerchon qui est juste à ma gauche, analyste au ComCyberMi, alors ministère de l'Intérieur. C'est pour ça que je lis, parce que tout le monde a des bios avec des noms compliqués, donc désolé si je fais quelques erreurs. Après quelques expériences dans le secteur de la banque, chez Mazars, et des paiements avec Revolut. Akli Lecoq, qu'on ne présente plus, analyste, applaudissez-le, analyste référent cryptoactif au ComCyberMi, ministre de l'Intérieur, libriste passé par le financement participatif, puis enquêteur au ministère de l'économie depuis de 2016 à 2023. Et enfin, à ma droite, Sébastien Martin, CEO et cofondateur de Red Square et président de la Ligue pour la sécurité du Web3 qui a été créée l'année dernière, donc en 2024, et dont on aura l'occasion de parler un petit peu au cours de ce panel. Je vais commencer avec une question adressée à notre cher Nicolas Baca, pour placer un peu le contexte de cette conférence autour de la différence, les différences qu'il pourrait y avoir en termes de cyber sur le Web 2 et le Web 3. Ouais, merci Agathe. Proche. Ouais. Bon, c'est bon. Et puis merci à vous d'être venus à ce panel. Donc je vais commencer par peut-être une petite poser un petit peu le territoire qui sera ensuite repris par tout le monde. Je pense qu'en termes de similitude déjà entre le Web 2 et le Web 3, étant donné que sur beaucoup il y a une base commune qui va être le Web. En général, quand on dit Web 3, on entend parler de DApp où la crypto c'est quand même un asset numérique. Donc on va voir des attaques qui vont être assez semblables en termes de phishing, en termes toutes les attaques digitales en fait qu'on va voir sur le Web 2, on va les retrouver dans le Web 3. On va avoir une circonstance qui est quand même un petit peu particulière quand on parle de Web 3, c'est que quand on parle de Web 2, on va avoir des attaques ciblées de manière très différente sur chaque site, parce que je dirais on n'a pas quelque chose de commun à voler. Quand on parle d'attaques sur le Web 3, on a quelque chose de commun à voler qui vont être les cryptos de l'utilisateur. En général, ces cryptos de l'utilisateur, elles peuvent se modéliser de plusieurs façons. Habituellement, quand on a un wallet, elles se modélisent sous la forme de 24 mots, qu'on va appeler ça une seed phrase. Donc on va voir qu'on a beaucoup d'attaques dont le but, au final, vont être d'obtenir cette seed phrase, d'obtenir ces 24 mots, puisqu'ensuite, encore une autre spécificité du Web 3, on va avoir des assets qui sont impossibles à rappeler une fois qu'ils ont été envoyés. Donc aussi une petite spécificité ici, c'est qu'on va avoir des assets qui sont, je dirais, faciles à transférer et en tout cas dans l'imaginaire collectif, facile de partir avec un gros magot. Et donc pour la suite, je dirais qu'on va aussi avoir des attaques, dans le monde physique qu'on va pouvoir retrouver et qui vont être assez similaires à celles du Web 2. Et je pense que pour ça, je peux un peu laisser d'autres participants s'exprimer. Oui, alors je vais me tourner vers Akli pour te demander un petit peu, finalement, est-ce qu'on a des données sur toutes ces attaques, ces types d'attaques? Est-ce que, par exemple, a priori, un petit comme ça, quand on est dans les cryptos, on se fait attaquer finalement sur nos assets crypto, ou est-ce que parfois c'est pas juste des euros dans un contexte crypto qu'on envoie à l'arnaqueur? En fait, on a deux risques quand on veut comprendre en fait ce qui se passe comme agissement malveillant, comme infraction
dans le secteur de la crypto, du Web3, de la blockchain. Le premier risque, en fait, c'est ce qu'on voit en allumant sa télé en général, c'est de croire que 100% en fait, des utilisateurs et du monde de la crypto est criminel. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est d'être dans le déni et de dire il n'y a pas de criminalité dans la crypto, on veut juste changer le monde et en gros essayer de retrouver de la souveraineté sur sa monnaie. Quand on a ces deux extrêmes, on ne peut pas résoudre les questions. Donc ensuite, il faut essayer d'avoir des chiffres. Aujourd'hui, on a des sociétés qui sont spécialisées dans l'analyse de la blockchain et la compréhension en fait, des flux qui peuvent être liés à des crimes ou à des infractions en général dans la crypto. Ces sociétés, elles font des calculs, mais malheureusement, elles font des calculs à l'échelle mondiale, pas pour la France. À l'échelle mondiale, le seul chiffre qu'on a à l'heure actuelle, il est autour de 40 milliards minimum de mauvais agissements qui sont parfois des infractions dans certains pays, dans la loi d'un pays, et pas forcément des infractions dans la loi d'un autre pays. Donc on sait qu'on a 40 milliards. Et dans ces 40 milliards, en fait, on a tout un panel, tout un éventail en fait, de mauvais agissements. Et en fait, il y en a beaucoup, Nicolas vient de le dire, qui existaient avant, dans le Web 2, dans le monde physique, etc. Le vol, l'extorsion, l'arnaque pure et simple, la pyramide de Ponzi, des choses qui existaient avant. Et par contre, qui vont prendre une forme soit nouvelle, soit un petit peu plus sophistiquée dans le monde du Web 3. Mais ça, je pense que c'est plus Robin qui pourra vous en parler. En fait, les scammers s'adaptent, c'est ça que tu nous dis Oui, alors, concernant les infractions qu'on peut retrouver, en fait, les cryptoactifs peuvent être soit le moyen, c'est-à-dire qu'on va chercher... Pardon. Les cryptoactifs vont servir à commettre l'infraction. Ça peut être le prétexte, c'est-à-dire je vais vous faire investir dans des cryptoactifs et en fait il n'y en a pas. Ou alors simplement ça va être l'objet de l'infraction. Je vais vous voler vos cryptoactifs. Donc j'essaie de donner un exemple rapide pour chacun. Par exemple, ça sert de moyen dans le cas de la fausse romance. Vous allez recevoir un message sur Tinder, sur WhatsApp, sur Signal, d'une jolie inconnue ou d'un joli inconnu si vous êtes une femme, et qui va vous faire miroiter. D'abord elle va vous parler, vous allez rentrer en relation avec elle, puis elle va vous expliquer qu'elle a un train de vie assez exceptionnel parce qu'elle investit en crypto et qu'elle a gagné beaucoup d'argent avec ça. Elle ne vous demandera pas d'argent. Elle vous dira par contre, si toi tu as envie de devenir riche comme moi, investis sur la plateforme qui est ici. Et vous allez investir, vous allez faire des transactions et en réalité, vous n'avez jamais investi le moindre euro. Et derrière, vous allez simplement perdre tout ce que vous avez envoyé. Concernant le faux investissement, vous allez être contacté par un conseiller financier qui peut se trouver en Angleterre, à Malte, peu importe. Un agent de la blockchain. Qui peut être très crédible, qui va vous dire, écoutez, moi je sais comment vous faire tripler votre mise, faire x10 sur votre mise. Vous me faites un virement et moi je le mets sur ma plateforme. Vous allez faire un virement bancaire, évidemment l'argent ne sera jamais investi, mais il n'y a jamais eu de crypto. Oui, le et sujet, il y a jamais eu de plateforme. À ce moment-là, le sujet n'est pas les cryptos. Et même, j'ai donné moi un exemple qui permettra aussi de prévenir en même temps pas mal de personnes. En ce moment, je suis victime d'une usurpation d'identité sur Discord. Donc, un profil imitant qui je suis propose sur tous les chans Discord liés à la crypto des jobs, donc des offres de jobs. Je ne recrute pas. Voilà, ce n'est pas moi. Et en fait, après, la personne vous fait un faux... vous invite à un entretien. Elle vous fait prendre rendez-vous via un faux lien Calendly. Donc, ça peut être ça. Ou alors, parfois, c'est autre chose. C'est... elle vous dit, mais par contre, pour des raisons de confidentialité, le call ne sera pas sur Google ou Zoom, voilà, mais sera sur cette plateforme qui est quelque chose que vous devez télécharger. Vous vous êtes appâté par l'offre de job et en fait, je suppose, ils vous volent des données en fait pour ensuite vous arnaquer. Donc c'est même pas pareil. Ça se trouve, ce n'est même pas en lien avec la crypto. Je ne sais même pas si ils essayent d'avoir des informations sur mon wallet à ce moment-là. En fait, ils vont faire installer un logiciel malveillant. Ce logiciel va voler les données dans votre PC. Et puis, si vous avez votre seed phrase ou d'autres éléments comme ça dans le PC, ils vont vous vider vos portefeuilles. Voilà, juste une précision très courte avant de... On parle aussi de la Ligue et des partenariats et un petit peu des manières de résoudre de lutter contre la criminalité. Il faut bien comprendre que le lien Web 2, Web 3, il y a un exemple dont vous avez entendu parler, les fuites de données, les opérateurs téléphoniques, etc., les sites web qui se font voler leur base de données. Ça, c'est pas crypto à la base, mais ça permet, c'est vraiment le terreau global qui permet ensuite de pouvoir accumuler des informations sur les gens pour leur voler leur identité, pour éventuellement se faire passer pour eux, pour récupérer leur compte sur une plateforme de crypto avec un intermédiaire commercial. Donc en fait, la fuite de données, c'est aussi un truc un peu en souterrain,
mais qui pose énormément de problèmes en fait dans la cybersécurité en général. Et c'est pour ça que on verra, il y a des moyens de se protéger en amont. Et qui peut même être dangereux pour vous en tant que personne. Avant qu'on passe, que je passe la parole à Sébastien, j'aimerais bien juste qu'on fasse un petit sondage. N'ayez pas honte. Qui s'est déjà fait arnaquer dans les cryptos ici? Levez la main. Moi, je pense que oui, c'était très peu, mais voilà. Vous êtes sûrement plus que ça. Après, alors, est-ce qu'on peut ne pas le savoir et que ça se débloque plus tard? En général, quand on a des centaines ou milliers d'euros en crypto-monnaie qui disparaissent et qu'on ne retrouve pas, on le sait. Oui, voilà. Après, tout le monde n'a pas des centaines de milliers d'euros. Oui, ok. En tout cas, il y a des solutions. J'aimerais qu'on les aborde. On va passer beaucoup de temps sur ce type de solutions. Et avant de passer à des solutions individuelles, c'est-à-dire comment faire pour protéger vos cryptos, j'aimerais qu'on parle un peu de façon plus macro. Et c'est là où je vais faire intervenir Sébastien pour nous dire un peu ce qui est en train de se passer dans le secteur public et privé pour essayer de vous aider, vous, enfin nous tous en fait, hein, à trouver des solutions. Bonsoir à tous. Effectivement, comme on disait, en fait, les infractions Web 2 du monde classique se transposent ou arrivent dans le monde Web 3. Ce qui fait que du vol, qui existe depuis la nuit des temps, désormais arrive existe dans ce secteur. Et aujourd'hui, dès lors qu'il y a un vol, que vos cryptos ont quitté votre wallet et sont allés vers une autre adresse, et qu'on arrive à tracer la destination de ces flux, aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir geler les fonds, puisque les plateformes permettent de geler les fonds dès lors qu'il y a un soupçon de blanchiment. Mais lorsqu'il s'agit de faire donc aujourd'hui, ces informations-là, le monde privé en dispose. Nous en avons tous par les activités que nous avons. Et en fait, l'idée, c'est déjà de pouvoir mettre cette information en commun pour permettre aussi au public, puisque nous avons besoin effectivement, une fois que nous avons identifié des comptes, d'avoir une réquisition judiciaire donnée par un magistrat qui permettra d'aller tout simplement saisir les cryptos qui se trouvent au compte identifié et de manière à pouvoir récupérer en tout cas ce qui peut l'être pour les victimes. Donc aujourd'hui, c'est justement le but de la Ligue pour la sécurité du Web3, c'est déjà d'offrir ce cadre à la coopération publique-privée, qui est le cadre indispensable en fait à la sécurité de cet écosystème. Donc la Ligue, rapidement, on avoisine la centaine de membres, on compte différentes tailles de membres. Ça va de gros exchanges comme Binance jusqu'à des acteurs, notamment Ledger Enterprise, évidemment dans notre conseil d'administration aussi le ComCyber du ministère intérieur. Donc moi-même j'en suis président et on s'intéresse aussi aux enjeux cyber parce que le cyber est aussi un autre vecteur en fait d'attaque beaucoup plus massive. Si aujourd'hui vous attaquez un protocole de finance décentralisée, on parlait de centaines de milliers d'euros tout à l'heure. Certains protocoles sont en milliards. Vous attaquez un protocole et vous arrivez à dérober plusieurs centaines de millions d'euros. Vous doutez que le préjudice est très conséquent. Et là, le besoin de réagir rapidement, évidemment, se pose. Et ensuite, pour un cadre, puisque nous avons des membres entreprises, nos membres souhaitent améliorer leur professionnalisme sur leur process opérationnel. Et beaucoup, à l'époque, on se racontait des anecdotes hier, avaient contacté il y a quelques années les autorités publiques en disant, par exemple, je fais tel process, est-ce que ce process est bon ? Le public disait, on a besoin un peu d'un organisme public-privé pour aussi partager le savoir que, par exemple, nous, publics, on n'a pas encore. Et donc, c'est toute la vocation de la Ligue, et donc c'est de travailler en fait aussi à des standards opérationnels que nos membres s'engagent aussi à respecter, et c'est aussi une volonté de leur part. Je ferai un dernier point sur les enjeux de propriété intellectuelle, parce que vous allez voir qu'ils transpirent sur la notion de cybercriminalité. Aujourd'hui, à l'heure de l'IA générative et de l'IA en tant que telle, il y a une capacité en fait de créer et de gérer des volumes extrêmement conséquents, par exemple de faux sites de streaming, qui permettent en fait de collecter d'importants montants.
Et une partie de ces montants, en fait, l'IA là est un vecteur, on va dire, de création et d'automatisation de la création de nouveaux sites de streaming qui vont collecter de gros volumes financiers de gens qui vont venir les consulter. Et une partie, en fait, de ce produit de ces sites va être convertie en crypto. Dernièrement, il y avait une opération d'Europol, une grosse partie, donc il y avait plusieurs millions d'euros en fait de ces sites qui étaient notamment en fait en crypto-monnaie. Donc voilà un petit peu pour aussi compléter le panorama. Donc tous ces acteurs s'allient en fait pour trouver des solutions plus générales. Et on va passer maintenant à ce que vous pouvez faire vous pour protéger vos crypto-assets. Et je vais commencer par une solution qui me paraît la plus logique d'être la première, parce que elle concerne aussi en fait la protection de votre vie privée et même tout ça, enfin votre protection même hors crypto, j'ai envie de dire dans le Web 2, c'est l'hygiène, votre hygiène numérique. Et pour ça, qui veut peut-être donner une définition de ce que c'est et les premières à toi. T'es désigné quand même. En matière d'hygiène numérique, je vais partir d'une anecdote et vous allez comprendre ce que je veux dire. L'autre jour, on consultait sur Instagram des personnes assez connues de l'écosystème qui, en fait, littéralement, peuvent afficher leur vie privée publiquement sur Instagram. Donc de là, en fait, vous pouvez quasiment voir où ils habitent, la photo de leur enfant et différentes autres choses. Autre anecdote, une adresse publique de wallet sur Tinder pour afficher sa richesse. Bon. Donc là, je viens de définir, en fait, par justement l'opposé, ce qui n'est pas de l'hygiène numérique. L'hygiène numérique, déjà, c'est de ne pas, en fait, on va dire, exhiber, on va dire, des vecteurs de vulnérabilité. Typiquement, vecteur de vulnérabilité, le ventre enfant. Mais attends, à l'heure des réseaux, dans notre société aujourd'hui, ce que tu demandes, c'est quasiment impossible socialement pour beaucoup de gens. Donc, est-ce qu'il y a des méthodes, tout en pouvant partager ses photos de vacances avec sa famille, tu conseilles quoi, de mettre son compte privé, de filtrer? Typiquement, dans l'exemple là, ça voudrait dire que on n'exhibe pas, enfin, on peut montrer les photos de ses vacances. C'est pas le sujet. Le fait, c'est de ne pas montrer, par exemple, sa famille. C'est, on va dire, d'être un peu plus neutre, on va dire, dans l'information qui est donnée. Le cas le plus flagrant, l'adresse, par exemple, la wallet adresse sur Tinder pour afficher sa richesse. Bon, voilà, je pense c'est assez facile de dire que on peut peut-être s'en passer, quoi. Et est-ce que la solution de wallet sociale et wallet privée en est une? Parce que c'était un débat qu'on avait dans le dernier Bull Run, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir celui qui est connecté aux réseaux sociaux, Web3, etc., qui serait un wallet social où on met peu d'argent, mais on affiche les pops qu'on a quand on vient à un événement, et un autre qui est notre vrai wallet. Ce que je dirais aussi, c'est que l'adresse publique, du coup, enfin l'adresse, ce qui est privé, du coup, ne doit pas être l'adresse publique en mode montrer. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui. En fait, on sépare l'hygiène numérique, c'est séparer sa vie vraiment privée de celle qui est publique. Voilà. C'est ça un peu la définition? Voilà, c'est ça que je dirais. Tu voulais parler? Ouais, non, mais je disais, oui, effectivement, sur la crypto, on peut se poser ces questions, surtout quand on commence à avoir des mélanges justement entre des applications Web 3 et des applications Web 2. Séparer les wallets, ça me paraît être vraiment la base. Enfin, notamment quand on a des systèmes comme ENS aujourd'hui qui permettent en fait d'associer un nom à une adresse. Là, effectivement, sur cette adresse-là, il faut avoir que des informations qu'on considère complètement publiques. Donc, on n'aurait jamais l'idée d'afficher, on n'aurait jamais l'idée d'afficher sa richesse de manière publique, sauf si on est suédois, mais ça c'est un autre débat, parce que bon, ils ont le malheur d'avoir les impôts, les avis d'imposition publics avec leur adresse, donc ça c'est encore un autre problème. Mais voilà, mais en tant que, une bonne hygiène numérique, en tout cas du Web 3, c'est de se dire que tout ce qui est disponible est public. Enfin, tout ce qui est dans la blockchain est public.
peut être analysé par n'importe qui. Donc, si on souhaite lier ça à un nom ou si on souhaite lier ça à un profil social, il faut bien penser à cette séparation avant qu'il soit trop tard. Parce qu'après, effectivement, tout transfert qui va être fait d'un wallet à un autre va pouvoir être traçable, et les traces dans la blockchain sont éternelles. Ça, c'est aussi une grosse différence par rapport au Web 2, c'est qu'au final, une attaque sur le Web 2 ou un problème de cybercriminalité sur le Web 2 va être borné dans le temps. Une attaque Web 3 ne va jamais être bornée dans le temps par la définition même d'une blockchain. Oui, il vaut mieux être penser à ça avant de se lancer, en fait. Parce qu'on revient difficilement en arrière. Toute transaction sera traçable entre vos deux wallets, le privé et le public. Il y a un exemple moi, qui me vient à l'esprit par rapport à ça. C'était CC, hein, c'est malheureusement encore le cas et ça le sera dans les prochains mois, les prochaines années. Là, vous êtes à une conférence, à un événement. Quand il y a des événements comme ça, vous avez des événements le soir en plus qui sont faits par des sociétés ou des acteurs de l'écosystème, des side events. Et en général, vous recevez un mail. Et vous pouvez très bien recevoir un mail qui va vous dire recevez tel ou tel token gratos, il faut simplement signer la transaction avec votre portefeuille, MetaMask, etc. ou d'une autre blockchain. Mais grosso modo, c'est une occasion de drainer les portefeuilles via des événements. Pareil, on vient de parler des proof of attendance. Globalement, si vous recevez un NFT, vous êtes une personnalité, vous recevez un NFT parce que vous avez assisté à un événement. Si vous utilisez le même portefeuille sur lequel vous avez reçu ce NFT pour dire que vous étiez à Cryptoxer, a priori, on pourra faire le lien avec qui vous êtes et on pourra savoir que c'est ce portefeuille-là qu'on va cibler en fait par un draineur ou par d'autres dispositifs. Ne pas être une cible, en fait, déjà. C'est vraiment ce qui a été dit, c'est séparer en fait à la fois pour ceux qui veulent encore être sur des plateformes et confier l'argent à un intermédiaire parce que c'est plus pratique, on peut comprendre, vous avez plusieurs plateformes. Et c'est pareil pour les portefeuilles. Quand vous faites confiance à aucun intermédiaire à part vous-même, vous séparez également vos wallets, en fait. Hein, c'est vraiment la base. Mais avant ça, il y a autre chose aussi intéressant. Et ça, c'est mon dada. Je sais que ça peut être un peu peut-être trop technique ou les gens ne s'y intéressent pas forcément. Mais moi, je considère qu'avant même la sécurité sur les applications que vous allez utiliser, la sécurité sur les sites que vous allez utiliser, vous avez le premier niveau de sécurité qui est le système d'exploitation, c'est-à-dire le Android, iOS sur vos téléphones mobiles, et vous avez Apple et Windows sur vos ordinateurs, mais vous avez également Linux, qui est un système open source libre, qui peut comporter des failles, mais les failles sont tout de suite publiques et elles sont corrigées assez rapidement. Et vous avez ce système que vous pouvez installer si vous prenez un petit peu le temps et vous êtes un petit peu curieux. Vous avez dès le départ quelque chose qui est beaucoup plus sécurisé. Pourquoi ? Parce que quand on va vous cibler avec un malware, on va cibler principalement les gens qui ont du Windows ou qui ont Apple, en fait. On ne va pas trop, désolé du terme, s'emmerder avec des gens qui sont le 1% qui sont sur Linux. Donc si vous apprenez à découvrir un petit peu Linux, commencez par votre ordinateur déjà. Vous avez les bases d'une cybersécurité qui est déjà un petit peu plus crédible, en fait. On est moins une cible quand on est sur Linux, en fait. On l'est également, mais on est plus difficilement attaquable, effectivement. En plus. Comme on en a beaucoup des cas, je continue, mais si tu veux compléter. Oui, je voulais compléter parce qu'on parle beaucoup de sécurité et d'hygiène numérique, mais il faut que ça aille de pair avec une hygiène physique. Là, je ne parle pas de se laver, je parle simplement lavez-vous. On ne met pas son wallet adresse dans sa bio Tinder, mais on évite également de crier dans la rue qu'on possède des cryptoactifs. On évite de crier sa richesse. On évite peut-être, quand on va en conférence ou ailleurs dans la rue, d'avoir des vêtements qui rappellent qu'on a des cryptos, parce qu'on veut potentiellement pas faire de nous une cible. Et c'est quelque chose combien de temps ça va durer, ça ? Parce que c'est la nature humaine. Sinon, on arrête d'être riche aussi. Non, mais on essaye d'éviter d'exhiber de manière très volontaire des signes de richesse. Mais oui, après, c'est les chaussures, C'est un risque qu'on prend. On prend pas un t-shirt Bitcoin millionnaire pour se balader dans la rue à 1h du matin. Enfin, c'est un peu... Moi, je comprends pas du tout ce genre de. C'est plus facile de transférer 1 million. Je vous écoute, je vais changer toute ma vie. C'est plus simple de transférer 1 million en crypto que 1 million depuis un compte en banque. Ouais. Donc, on fait attention. C'est vrai. Après, je pense qu'on a des quartiers riches où on sait qu'il y a des personnes riches. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi des questions de comment on peut se protéger sans se cacher ? C'est justement, quand tu parlais de richesse, etc., les gens riches aujourd'hui se protègent aussi. Les quartiers riches, il y a des sécurités.
les magasins riches, il y a des sécurités. Enfin, l'équivalent dans le voilà. numérique, ça serait quoi alors? Mais du coup, l'équivalent du numérique, c'est tout simplement. Moi, je pense que le message en fait qui passe un peu en filigrane, c'est ne pas essayer d'attirer l'attention à tout prix. Je pense que c'est ça à ça qu'on peut résumer la chose. Après, qu'il y a toujours en fait, des risques. De toute façon, on peut toujours croiser des fous. Hein. On se balade le matin très tôt. On peut croiser un fou, qu'on ait du bitcoin ou pas. Je veux dire, c'est pas le sujet. Mais voilà, c'est juste aussi de profiter aussi de ce format pour alerter sur ces éléments, on va dire, type, qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Et vraiment, je pense que c'est le moment, parce que la crypto s'installe de plus en plus dans le quotidien des Français. C'est aussi une nouvelle réalité qui arrive dans le quotidien des Français. Et donc, il faut aussi adapter aujourd'hui, nous adapter à cette nouvelle réalité-là. Et donc, c'est aussi, nous, notre objectif que de sensibiliser, parce que quand on voit des choses, on n'en est pas fier. Et juste, on ne veut pas que les gens soient en difficulté. C'est juste pour cela que nous le disons. Donc, maintenant qu'on a fait ce sujet, je pense que tout le monde a assez bien compris ce que vous recommandiez. J'aimerais bien qu'on parle de certains red flags courants ou attaques de phishing. Alors, on ne peut pas toutes les faire, mais je ne sais pas si quelqu'un peut donner un ou deux. On en a déjà donné quelques-uns, mais comment on peut s'en protéger? Je peux peut-être commencer déjà par le red flag le plus évident. Quand on va recevoir un mail de phishing, en général, ça va porter sur le caractère d'urgence. Donc on va tout de suite avoir une incitation à agir de manière très rapide. On va avoir de nombreux call to action dans le mail. La même chose si le phishing est fait par téléphone. On va créer une situation de panique pour faire agir l'utilisateur trop vite. Enfin justement, ne pas lui laisser le temps de réfléchir et lui faire commettre une erreur. Une solution, alors ça va paraître être de la publicité, mais bon, c'est presque pas de la publicité. Une solution pour ça va être d'acquérir un hardware wallet. Parce que déjà d'une part ça va protéger les clés, donc ça va protéger l'élément le plus important qu'on souhaite isoler d'un malware, et surtout j'ai envie de dire le deuxième aspect d'un hardware wallet qui est peut-être pas le plus intuitif, c'est que ça va faire réfléchir. Parce que quand on veut faire une transaction et qu'on a un hardware wallet, on est obligé de prendre son hardware wallet, de le connecter, de lire ce qui se passe sur l'écran, de regarder ce qui se passe, et ça fait prendre du temps en fait. Donc ne serait-ce que d'avoir un hardware wallet, ça donne une occasion de réfléchir face à la panique. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent on a des attaquants qui vont demander les seed phrases, parce que la seed phrase est hors du hardware wallet. Donc on revient sur cette notion de prendre le temps. Je pense que c'est ça le plus important. Rien n'est urgent. Voilà. Sauf justement dans des conditions spéciales, mais sauf voilà. Alors il y a un moment par contre où il faut aller vite. C'est une fois que vous savez que vous êtes escroqué ou que vous avez subi une attaque, etc. Là où vous avez déjà la perte qui est constatée. Là, par contre, à l'inverse, contacter les services de police ou de gendarmerie, porter plainte en ligne et tout de suite signaler ce qui vous est arrivé, c'est extrêmement important parce que ensuite, on l'a dit, l'argent bouge rapidement. Il va à l'étranger. À l'étranger, c'est pas les mêmes règles que sur le territoire français pour aller récupérer des fonds quand il y a un intermédiaire. Mais si les serveurs étrangers ou les individus sont à l'étranger, c'est aussi plus compliqué. Donc en fait, c'est extrêmement crucial de signaler, de déposer plainte. Vous avez l'application Ma Sécurité, vous avez le dépôt de plainte en ligne. Et je voudrais aussi casser une chose qui est de dire, parce qu'en fait, on est partagé en tant que force de sécurité intérieure avec Robin et avec tous les collègues gendarmes, policiers de France. On a toujours l'idée de se dire c'est bien de passer pour des idiots parce qu'en fait du coup les criminels s'ils nous prennent pour des idiots c'est pas plus mal finalement, mais en même temps il faut pas que les gens soient découragés en se disant les forces de sécurité intérieure ils ont 15 ans de retard, ils connaissent rien à la crypto, ça sert à rien de porter plainte. Je peux vous assurer qu'il y a des gens, alors c'est pas, il y a des centaines de milliers d'effectifs, donc il y a énormément de personnes. Toutes ne sont pas formées aux cryptoactifs, mais il y a un effort qui a été fait depuis très longtemps, pas 2024, depuis longtemps, vraiment, avec des dispositifs de formation chez les gendarmes et chez les policiers. À l'échelle ministérielle, avec Robin, avec d'autres personnes, on essaie de faire avancer également les choses. Donc en fait, ne tablez pas sur le fait que la personne, de toute façon, c'est trop tard, elle connaît rien ou elle pourra rien faire. De toute façon, il faut signaler. Et il faut signaler aussi pourquoi, parce qu'en fait, quand il y a une atteinte à une personne, quand il y a un enlèvement, une extorsion avec une vie humaine qui est en jeu, et malheureusement, on l'a vu, ça peut arriver, c'est minoritaire encore, mais ça arrive,
et les gens vont se dire, il va y avoir une réaction rapide. Mais la très grande majorité en fait, des infractions qui sont liées à la crypto, c'est quand même de l'escroquerie, et c'est quand même, ça porte sur des sommes d'argent. Et en fait, on a besoin de savoir aussi où on en est, quels sont les phénomènes les plus importants par rapport à d'autres en montant financier. Si les gens ne portent pas plainte, on ne pourra pas avancer en fait. On ne pourra pas adapter aussi la réaction des forces de sécurité intérieure en partenariat avec la Ligue et les acteurs privés, les acteurs de la société, les experts du domaine. Petite question pour compléter ça. Je pense que c'est un peu triste, mais une des craintes que les personnes qui se sont faites arnaquer peuvent avoir aussi, c'est que il y ait une absence de confidentialité entre la police et, je sais pas, les impôts ou autres, ou qu'ils aient des choses à se reprocher. Est-ce que vous pouvez affirmer que, voilà, quand on vient, confirmer que quand on vient porter plainte pour une arnaque crypto, on va pas analyser votre vie crypto? Moi, je vais répondre parce que ça tombe bien. Vous avez un client ici qui a travaillé à la Direction nationale d'enquête fiscale avant de rejoindre le ministère de l'Intérieur. Et je peux vous assurer que je pouvais faire mon travail d'enquêteur fiscal sans les forces de police et de gendarmerie pour beaucoup de personnes. Donc rassurez-vous là-dessus. Les enquêteurs fiscaux, d'ailleurs, il y a eu une réunion au campus cyber il y a 2 jours. Il y avait un petit quiz sur les cryptos. Il y a une personne qui a eu 20. Voilà. Et dedans, vous aviez des experts professionnels qui vendent des prestations privées en crypto et qui sont vus comme des experts également et qui le sont pour beaucoup. Mais la personne qui a eu 20 sur 20, c'est l'enquêtrice fiscale. Donc rassurez-vous, la police, la gendarmerie n'a pas besoin de donner des informations aux autorités fiscales. Voilà. Et donc, quand vous avez un problème, vous pouvez, quand vous avez été victime d'une arnaque, vous allez évidemment porter plainte. N'ayez crainte. Ça ne veut pas dire qu'il faut frauder. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut frauder. Mais je veux dire, c'est un autre sujet. Donc, et ça va surtout aider des infrastructures comme la tienne, comme la Ligue, à avoir plus de cas et à pouvoir mieux préparer tout le monde, quoi. Ouais, je voudrais peut-être juste rajouter un petit truc rapidement. Il y a aussi, on va dire, de nouveaux types d'infractions qui arrivent. Sur tout ce qui est relatif aux manipulations de marché. Et donc ça va être, on va dire, un volet plus pénal des affaires. Donc là, on parlait de pénal sur des infractions, on va dire, classiques, vol, escroquerie, etc. Extorsion. Hein. Aujourd'hui, avec l'arrivée l'entrée en vigueur depuis quelques jours et quelques semaines de MiCA, le règlement européen, dans MiCA, il y a un certain nombre de dispositifs qui visent les manipulations de marché. Et donc, ça offre aussi un nouveau terrain, on va dire aussi, de protection des usagers, des utilisateurs, face à des phénomènes de manipulation de marché. Et ça va être aussi un terrain d'expression de la justice. C'est considéré comme un risque de cyber... est-ce qu'il y a parfois des conjonctions entre... Bien sûr, il peut y avoir par exemple une attaque cyber qui peut, par exemple, entraîner, dans la minute qui suit une attaque cyber, un mouvement de panique à la hausse comme à la baisse, en l'occurrence plutôt à la baisse par exemple, ou l'inverse, d'essayer de créer un phénomène effectivement très haussier. Renforcer, renforcer un phénomène de marché avec une attaque cyber. Exactement, voire humaine, voire... il y a toujours... faut toujours voir les vecteurs d'attaque comme potentiellement en fait transverses. Pour ceux qui s'en souviennent sur le sujet, l'année dernière, il y avait une attaque cyber, donc le hack du compte de la SEC aux États-Unis pour annoncer que l'ETF Bitcoin était validé. C'est une manipulation de marché. Tout de suite, on a pris peut-être 5% dans la minute suite à une attaque cyber sur un compte Twitter. Compte Twitter, oui, c'est vrai que les comptes Twitter, c'est une attaque cyber. Ouais. Alors, j'aimerais bien qu'on passe aux questions, à moins qu'un des intervenants ait quelque chose à dire en particulier. On passe aux questions ? Bonjour à tous, merci. Justement, pour rebondir sur MiCA, il y a une règle justement qui vient d'arriver avec la Travel Rule qui fait que les exchanges vont devoir, en gros, KYC no wallet. Sachant qu'il y a des failles de données, des fuites de données quasiment tous les jours. Moi, personnellement, quand je vais sur Have I Been Pwned, ça met que j'ai été dans 22 fuites de données au total. Il y en a même qui font des regroupements de fuites de données pour faire des sortes de listes sur les personnes. Si un jour, il y a une zero day, une faille qui fait que nos wallets à nous fuient, on est en paix dans le pétrin. Ah oui, on n'a pas parlé du sujet sexe ou... Il y a une différence entre effectivement les protocoles d'un côté où vous pouvez envoyer de l'argent d'un portefeuille. Je peux envoyer l'argent directement à Nicolas, donc ça c'est la blockchain, c'est le protocole. Et on a la plateforme qui effectivement est un intermédiaire qui collecte des données parce qu'il y a un cadre réglementaire, il y a des autorités publiques et aussi il y a les banques centrales
au niveau de l'OCDE, au niveau du G20, qui font en sorte de modifier ces règles-là pour inciter les plateformes à collecter davantage de données. On en revient sur ce que je disais en général sur les fuites de données. Je veux dire, ce qui concerne les opérateurs téléphoniques ou d'autres acteurs qui ont vu leurs données fuiter, pourrait également, et c'est déjà arrivé malheureusement, concerner les plateformes. Donc en fait, les plateformes aussi doivent être sensibilisées au fait qu'elles ont une responsabilité encore plus importante dès l'instant où elles collectent aussi des adresses publiques. Et ça, côté ministère de l'Intérieur, l'aspect cybersécurité, on ne manque pas de le signaler aux régulateurs qui sont plutôt côté ministère de l'économie et Banque de France en fait. Et comment vous ferez pour contourner ça justement au lieu d'avoir notre vraie adresse publique, sachant que la plupart des trucs comme Tornado Cash maintenant sont bannis de GitHub, c'est un peu compliqué de se protéger. Mais peut-être aussi pour ajouter, dans Mika aussi, les opérateurs en fait, de services sur actifs numériques sont obligés aussi d'appliquer des dispositifs cyber. Dans ces dispositifs cyber, il y a un certain nombre de données sensibles qui doivent être cataloguées. Parmi ces données sensibles justement qui sont cataloguées, les données sensibles doivent faire l'objet de protections précises et qui vont être auditées par des prestataires cyber qualifiés, et notamment par l'ANSSI. Et dedans, des mesures similaires pour protéger ce type de données. Ça peut être l'utilisation de chiffrement. Il y a des solutions de chiffrement FHE, etc., pour protéger, par exemple, ce type d'informations. Donc ça, c'est ça, c'est pour discuter un petit peu sur le, comment dirais-je, ce qui équilibre ou ce qui doit équilibrer. En tout cas, c'est ce qui est prévu dans le texte. Juste pour compléter, est-ce que c'est pour ça que quand il y a des histoires de données qui fuitent, par exemple des échanges centralisés ou par exemple Ledger, c'était les adresses de destination des colis, mais les autres données, c'est très rare qu'elles fuient. C'est parce qu'il y a différents niveaux de sécurité pour chacune. Pourquoi on ne met pas directement énormément de sécurité sur tout, en fait ? Je pense qu'on peut un peu se poser la même question sur, tu sais, c'est la question classique, pourquoi on fabrique pas les avions dans la même matière que les boîtes noires, quoi. Bon, c'est voilà. C'est qu'en fait, on est dans une société qui est hyper connectée, donc on va avoir des prestataires qui vont intervenir un petit peu partout. Et au final, il suffit d'une fuite pour perdre les données. Donc le problème, ça va être le nombre de prestataires. Et d'ailleurs, là, dans tout ce qui... Bon, je ne vais pas donner mon avis sur la question de la travel rule, parce que sinon, je pense qu'avec le ministère de l'Intérieur dans le panel, ça ne va pas bien se passer. Mais ce qui est toujours compliqué, c'est l'augmentation du nombre de prestataires. Ça reste une règle, je dirais, dans toute intégration informatique. Plus on multiplie les partenaires, plus on multiplie la surface d'attaque. Et en général, un bon attaquant, il va choisir le maillon le plus faible. Est-ce qu'on a répondu à ta question ? Oui, bien sûr. Mais après, ça reste comme une inquiétude. Ça peut arriver, si ça peut arriver maintenant, ça arrivera demain. Même Free a eu des fuites de données. Oui, ça peut arriver. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de risque zéro. J'insiste juste sur le fait que les règles de la régulation, sur que doivent faire les gens en termes de reporting, les plateformes, quelles informations sont récupérées, tout ça, c'est pas le ministère de l'Intérieur, c'est même pas en réalité le ministère de l'économie français, c'est des règles au niveau du G20 et ensuite de l'OCDE et ensuite qui sont déclinées par les banques centrales. Donc en fait, ce sont ces régulateurs-là qui imposent ce genre de règles. Si vous voulez les modifier ou faire en sorte que il y a une autre approche, c'est auprès du législateur et donc du Parlement qu'il faut faire pression, en fait. Il faut voter. Ou pas. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Super. Alors, ça sera plus pour le ministère de l'Intérieur. J'ai une petite question. Déjà, merci pour votre présentation. Je voudrais revenir sur vos dires sur les OS Linux. Comment, aujourd'hui, avec un téléphone Linux, peut-on être en conformité avec les démarches de l'État français ? Parce que les sécurités et les applications qui sont liées à l'État ne peuvent être utilisées sur un téléphone Linux. Pour ne citer, par exemple, que l'application sur l'identité numérique. Ouais. Alors effectivement, en fait, le problème quand vous voulez avoir une sécurité ou quand vous avez, entre guillemets, vous souhaitez avoir une longueur d'avance. Moi, mon téléphone, c'est un téléphone mobile sous Graphene OS. Donc c'est un système d'exploitation avec un noyau Linux, parce que les gens ne le savent pas, mais Android, c'est simplement un noyau Linux avec une surcouche de la société Google et des services qui sont autour. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais grosso modo, vous avez aujourd'hui plusieurs OS qui vous permettent en fait de donner des exceptions de sécurité
pour ce type d'application. Malheureusement, après, c'est à vous de faire votre choix. Est-ce que vous faites une exception pour le gouvernement et pour l'application du gouvernement, ou est-ce que vous faites aucune exception et du coup, vous avez plusieurs téléphones? Voilà, c'est un peu le truc. Une autre question? Merci. On parle beaucoup de prévention, mais quid de la répression et de la problématique de réactivité au travers des diverses agences acteurs de la répression. Si on prend le cas de l'enlèvement de David, par exemple, les USDT ont rapidement été gelés parce que forcément, il y a eu branle-bas de combat au niveau national. Mais pour l'utilisateur lambda qui vient de se faire scammer 200 €, est-ce qu'il ne peut pas appeler le 17 et dire « Oui, bonjour monsieur, on m'a volé ma crypto-monnaie ». Donc est-ce qu'il n'y a pas une énorme problématique opérationnelle à résoudre à ce niveau-là? En fait, la problématique qu'il y a sur les infractions crypto, comme on vous a dit, on n'a pas encore des chiffres précis, malheureusement, parce que les gens, il faut qu'ils portent plainte, mais il faut qu'on ait des stats. Donc c'est un problème un peu l'œuf ou la poule. La réponse qui est attendue, effectivement, les gens payent des impôts, ils attendent des services publics, que les services publics soient efficaces et remplissent leur mission, en fait. Donc nous, on est là pour ça. Après, il y a une problématique aussi que l'autorité, l'officier de police judiciaire ou l'assistant de police judiciaire, parce que nous ne sommes pas avec Robin, on est des civils spécialistes, entre guillemets, à travailler pour des policiers ou des gendarmes au sein du ministère de l'Intérieur. En fait, on travaille sous l'autorité de la justice. Donc il faut bien comprendre que c'est le magistrat qui va fixer les priorités du service de police ou de gendarmerie. Et malheureusement, aujourd'hui, le type de criminalité, alors qui est spectaculaire et qui effectivement fait beaucoup parler, ce sont les atteintes aux personnes, donc les enlèvements, les tentatives d'extorsion, les vols avec violence, etc., qui concernent du coup maintenant aussi la crypto depuis quelques années, c'est pas nouveau, mais ça devient spectaculaire et on en parle dans les médias. Mais malheureusement, les types d'infractions, massivement les plus importants en termes de montant, c'est les escroqueries. Or, les escroqueries, souvent, sont distribuées sur des centaines de milliers de victimes pour des petits montants. Et donc là, pour le coup, il y a un travail de sensibilisation à la fois des politiques qui doivent comprendre qu'il faut mettre des priorités aussi sur ça et pas uniquement sur les atteintes aux biens. Et il y a un travail de sensibilisation également des magistrats. Alors, au sein du commandement cyber du ministère de l'Intérieur, on a mis en place depuis plusieurs années une formation qui est destinée aux policiers, aux gendarmes, et il y a également des douaniers, et il y a également des magistrats qui assistent. Au sein du commandement cyber du ministère de l'Intérieur, il y a le numéro 2 qui nous a rejoint il y a quelques mois, qui est un ancien magistrat, qui a une expérience très importante dans la justice et qui a un réseau avec des juges, etc. Donc en fait, les choses avancent. Malheureusement, du point de vue d'une victime qui a tout perdu, c'est pas suffisant, et on le comprend parfaitement, parce que c'est nos missions et c'est notre devoir de fournir une réponse. Mais moi, j'ai bon espoir qu'on trouvera des solutions sur ça. Mais il faut aussi déposer plainte, sensibiliser. Ouais, mais comme tu disais... pardon. Oui. Ouais. Non, et plus on aura de partenariats public-privé comme ce qui est proposé avec la Ligue, plus tout le monde sera formé, plus ces solutions pourront également être automatisées. Et on gèle les fonds. Et plus vite ça sera fait, quoi. Je tiens à dire qu'il y a quelque chose que j'ai utilisé et qui est assez pratique, c'est la pré-plainte sur Internet. Ça évite d'appeler le 17 parce que c'est pas forcément urgent à ce point-là si on a perdu 200 €, mais vous remplissez une pré-plainte et vous aurez une réponse. Après, il faut aller la confirmer au commissariat, mais ça vous évite de vous déplacer peut-être au début et ça vous laisse le temps d'accumuler les preuves et de tout mettre dans un mail qui explique tout, voire de faire une démarche plus tard. Au moins, vous avez déjà commencé à faire quelque chose et s'il y en a plein, et si tout le monde porte plainte, ça marchera mieux peut-être. On peut prendre peut-être une dernière question, donc... soit deux très très rapides, soit une dernière. Or, je vois 2 personnes. Alors, on va essayer de faire les deux très vite. Alors, rapide, moi, c'est par rapport à Mika, et qui est censé protéger les clients comme nous. En fait, on s'aperçoit depuis le 1er janvier qu'il y a de plus en plus de gens, via les forums, pour lesquels on demande des justifications plus farfelues les unes que les autres, notamment l'origine de fonds pour des virements qui ont lieu il y a 5 ans, 6 ans, des choses sur la vie privée qui semblent aller très au-delà de ce que devrait prévoir la loi. Comment nous, en tant que clients, on peut vérifier que la plateforme ne fait pas du zèle pour empêcher la fermeture de compte sous 7 jours, ou en tout cas la suspension forte, parce que ça incite à aller sur des plateformes qui ne sont pas réglementées, Mika.
Je suis désolé, mais je vais vous faire exactement la même réponse que tout à l'heure, à savoir, il faut bien comprendre et distinguer les rôles. Le ministère de l'Intérieur, il est sur la partie répressive et sur le crime. Le ministère de l'Économie, il est avec la Direction générale du Trésor, qui a la tutelle du système Banque de France, avec la CPR et l'AMF, qui édictent des règles justement de régulation vis-à-vis des intermédiaires. Ce sont eux les interlocuteurs, c'est l'administration, sauf que l'administration, en fait, elle obéit aussi au pouvoir politique. Et donc, si vous êtes mécontent de toutes les règles, travel rule, régulation, MICA, etc., il faut bien comprendre qu'à la fin, vous avez affaire à une administration qui est plutôt côté Bercy, ministère de l'économie dont je viens, et qui répond en fait à la norme supérieure qui est la loi, et qui est la loi européenne en l'occurrence, quand il s'agit de MICA, parce que c'est un règlement européen. Mais concrètement, à la fin, vous ne pourrez pas échapper à la question politique, qui n'est pas de notre ressort à Robin et moi. Je ne sais pas si on a... Ouais, on a 1 minute pour la dernière question. Est-ce qu'elle est rapide ? Oui, elle est rapide. Bonjour à tous, merci en tout cas pour cette conférence. J'avais une petite question. En fait, je travaille dans un SOC et en fait, ce SOC est certifié cybermalveillance.gouv.fr. On est en contact avec l'ANSSI et en fait, il y a un de nos clients qui nous a remonté justement une attaque par phishing, etc. On a retrouvé donc l'adresse de wallet source et en fait, on a remonté tout ça à l'AMF. Et on n'a pas eu de suite de l'AMF, tout simplement, et puis même avec les contacts qu'on a eu à l'ANSSI. Justement, sur une question comme ça, il faut penser à porter plainte, parce que c'est les forces de sécurité intérieure qui vont pouvoir intervenir. Alors le client, excusez-moi de vous avoir coupé, le client donc, a porté plainte, et du coup les assurances ne veulent rien faire, et puis du coup on a donné sans suite au client. Ah bah ça, c'est... Il y a un travail en fait à faire aussi avec la direction de protection des épargnants, donc c'est une des divisions au sein de l'AMF. Je vous fais un cas classique. Vous avez un scam en France qui a eu lieu il y a quelques années, dans l'est de la France. La personne a levé énormément de fonds et a arnaqué les gens. Elle n'a pas encore commis l'infraction, donc elle n'est pas encore un client, entre guillemets, de la police ou de la gendarmerie. Ça, c'est en bout de chaîne. Nous, on va faire le travail en bout de chaîne. Mais au début de la chaîne, il y a ce qui s'appelle la protection des consommateurs. Et ça, c'est la division de protection et de relations avec les épargnants de l'AMF. Donc, on espère nouer un dialogue avec eux dans les prochaines semaines également pour les sensibiliser sur ces sujets. Parce qu'eux, ils ont l'information très vite, très tôt, sur ce type de montage. Merci beaucoup à tous d'être venus nous donner tous ces conseils. Et moi, j'adresse donc un mot à tout le public. Faites attention à vous, à vos assets.